Découvrez vite le Futuroscope et laissez-vous surprendre par l'imaginaire de demain. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Hello, nouveau doigt dans le culte. Est-ce que vous vous rappelez du bug de l'an 2000 ? C'était un problème informatique potentiel dont on parlait beaucoup dans les années 90. Les informaticiens avaient peur, en gros, qu'avec l'arrivée du millénaire, toutes les horloges internes des ordinateurs reviennent à 1900, ce qui aurait des conséquences inévitables, voire même graves, sur la société moderne. Peu à peu, cette préoccupation technique est devenue une angoisse générale. L'angoisse générale est devenue un mythe qui encapsulait finalement une prise de conscience collective. La prise de conscience que peut-être que les machines contrôlent désormais chaque aspect de notre vie et qu'il suffirait d'un simple bug pour révéler cette dépendance. La peur, c'est celle du futur en fait, un futur où le numérique va régir notre monde, le futur des années 2000. Et cette peur, elle a aussi contaminé la pellicule, d'autant que le 7e art, à cette période, est en train de découvrir un usage plus appuyé du CGI, Computer Generated Images, les images générées par ordinateur. Si vous n'aviez pas lu le titre de cette vidéo, mais j'en doute, il y a de grandes chances que vous vous disiez « Ah, il va parler de Matrix !» Et Matrix est bien devenu le symbole de cette période très particulière. Le choix de la pilule rouge, c'est le bug de l'an 2000. Les effets spéciaux du film sont très dépendants de l'informatique et les résistants sont des hackers. Bienvenue dans le monde d'après. Bravo, vous êtes sur internet. Et ça n'a pas manqué, Matrix a pris tout le monde de court, a fait sauter le box-office américain et est devenu à son tour un phénomène culturel. Mais à l'époque, certains ont objecté à raison qu'il n'était pas le premier film de science-fiction américain à cristalliser la préoccupation de la fin des années 90. Pire, ils l'ont accusé d'avoir tout piqué à un autre long métrage sorti auparavant, et ce long métrage, c'est Dark City. Matrix est sorti en mars 1999, Dark City en février 1998, après avoir été repoussé pour éviter l'explosion de Titanic. À l'époque, plusieurs critiques ont relevé la ressemblance, comme Roger Ebert, célébrissime critique américain, qui a toujours loué les qualités de Dark City, au point d'ailleurs de se fendre d'un commentaire sur le DVD. Au début de sa critique de Matrix, qui est quand même vachement moins enthousiaste, il note que les Wachowski ont repris des prémices de Strange Days. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir notre vidéo à ce sujet. Des prémices de Strange Days et de Dark City. Certains moins mesurés vont carrément jusqu'à parler de plagiat, et il faut reconnaître que les similarités sont frappantes. Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler. D'abord, il y a l'ambiance très sombre, les décors d'enfer urbain, miroir sans teint devant un dédale de machines menaçantes, il y a la mise en scène, il y a les influences esthétiques en mode patchwork, il y a le scénario avec ce jeune personnage qui fait partie intégrante d'une société a priori normale, mais qui semble s'en distancier et qui se fait pourchasser par 3 silhouettes noires, cherchant clairement à l'éliminer de cet univers. Et bien sûr, il y a le concept, le twist qui survient dans le dernier quart de Dark City, dans le premier tiers de Matrix. Ce qu'on imagine être la réalité, ce qu'on imagine être notre identité, c'est une illusion. Pire, c'est une construction artificielle qui se révélera à nous grâce à des effets spéciaux numériques. Et une fois qu'on sait la vérité, il ne reste que le néant. D'ailleurs, à titre personnel, si j'ai été marqué au fer rouge par cette scène, je trouve que ce plan est encore plus direct, et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Enfin, concrètement, Matrix a carrément réutilisé des éléments de décor de Dark City. Ici, par exemple. Alors, est-ce que Matrix a tout pompé ? La réponse se situe entre le difficile à dire et le pas vraiment. Si on demande au réalisateur Alex Proyas, comme l'a fait le site On Eye Into Light, on obtient cette réponse. Si je réponds à cette question honnêtement, j'aurai l'air amer, parce qu'évidemment, Matrix a mieux marché que Dark City. Dark City est sorti un an avant Matrix, l'un de mes producteurs sur Dark City a travaillé sur Matrix, et les Wachowski ont vu Dark City un bon 9 mois avant sa sortie en salle, donc elles ont eu le temps de piquer le plus croustillant. J'ai l'impression que c'est une question à laquelle je ne peux apporter plus de détails, à part pour dire qu'on devrait poser la question aux Wachowski plutôt qu'à moi. J'ai pas trouvé de moment où on leur pose la question aux Wachowski, mais c'est quand même assez troublant en effet. Mais d'un autre côté, le scénario de Matrix circulait à Hollywood dès 1995. Le producteur Lorenzo Di Bonaventura a proposé aux Wachowski de faire Bound, leur premier long métrage, pour prouver en fait qu'elle pouvait s'occuper d'un tel projet. Alors bien sûr, il a peut-être évolué d'ici là, et il va sans dire que Matrix est un patchwork d'inspiration, mais l'idée était là quand même bien en amont. Étonnamment, Dark City a un peu la même origine d'ailleurs. Arrivé à Los Angeles au milieu des années 80, Alex Proyas tentait de faire son trou. Il a commencé à écrire Dark City en 1990 et il a travaillé dessus plusieurs années. Toutefois, personne ne voulait financer un premier film de cette ampleur. Il a donc refusé plusieurs propositions, comme un Freddy d'ailleurs par exemple, curieux de voir ce que ça aurait donné, et il s'est rabattu sur le scénario de The Crow, qu'il a trouvé super nul.
Mais il s'est pris d'affection pour le comics et ça a donné donc son chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre marqué par la mort de Brandon Lee, sur lequel j'aurais beaucoup aimé faire une vidéo, mais apparemment tout le monde a déjà fait, et chef-d'œuvre qui a quand même plutôt bien marché au box-office, du moins assez pour intéresser des gens avec son néo-noir futuriste étrange, Dark City. Dans sa foulée, il a engagé pour l'aider Lem Dobbs et David Goyer, à qui on a intimé, je cite, de rendre le truc un peu moins bizarre. Passé cette étape et le projet lancé, le réalisateur a joui d'une certaine liberté. Il faut dire que si Matrix a coûté 60 millions de dollars, Dark City, budgété à 20 millions, n'en a coûté que 27. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des problèmes. Et oui, c'est la grande différence avec Matrix, et aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens ont tendance à le défendre envers et contre tout, c'est qu'il n'a pas marché. Pas marché du tout. Quand Matrix dépassait les 450 millions de dollars de recettes, Dark City en récoltait 27. Soit pile son budget. Ce qui en fait un énorme bide en salle. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo de Geoffrey sur le box-office. Il manquait l'ingrédient secret. In Dark Cities, I should have had some more kung fu in it. I think I would have been probably more successful. Et Dark City a gagné son culte différemment en fait. Déjà avant la sortie, il a essuyé une projection test désastreuse qui a poussé le studio à le rendre plus intelligible en modifiant plusieurs choses et en ajoutant une satanée voix off pour les deux du fond qui ne suivaient pas là. Heureusement, une édition vidéo a été proposée en Director's Cut et en plein boom du DVD, Dark City a gagné un véritable culte qui le positionne en véritable outsider du genre face à un Matrix qui a accaparé l'attention médiatique. Au passage, je ne peux que conseiller le Director's Cut, largement meilleur que la version sale. Bref, sur un strict plan temporel, il n'est pas impossible que les Wachowski se soient un peu inspirés de Dark City pour peaufiner leur univers. Mais de là à dire qu'elles l'ont plagié, faut avoir pris la pilule blanche. Parce qu'on peut aller au-delà du simple jeu de « c'est qui a copié ?» si on regarde les films de plus près. Oui, les deux films parlent d'une société humaine conçue de toutes pièces par des entités extérieures, soit à travers des machines, soit carrément par des machines. Mais dans les faits, leurs inspirations sont très différentes. Côté Matrix, vous les connaissez. Baudrillard, le cinéma hongkongais, Alphaville, le cyberpunk, l'animation japonaise, etc. Dark City puise également ses inspirations dans un pan du cinéma, à savoir, bien entendu, le film noir, grosse dose d'impair, de personnages torturés et de clair-obscur, mais aussi dans l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand est un courant qui a émergé après la Première Guerre mondiale en Allemagne, et qui consiste d'un point de vue purement matériel à concurrencer un cinéma hollywoodien alors en pleine extension, avec une esthétique beaucoup plus symbolique, moins réaliste. Même s'il ne se résume pas à ça, bien sûr, le mouvement est surtout connu pour l'influence qu'il a eue sur le cinéma d'horreur, d'aucuns diraient même qu'ils ont créé de toutes pièces et codes, mais aussi bien sûr pour ses décors pleins de formes géométriques, désormais assez identifiés. À vrai dire, le film aimerait être à l'intersection des trois films les plus souvent associés à l'expressionnisme, Le cabinet du Dr Caligari pour les décors donc, Metropolis pour la dystopie urbaine labyrinthique, et bien entendu Nosferatu pour le design des étrangers, grands marionnettistes de ce monde. Matrix et Dark City n'ont pas les mêmes références à strictement parler, mais ils ont un peu la même manière de les convoquer. Et c'est là que la comparaison est intéressante. Finalement, les deux films assument dans la diégèse même d'envisager l'intrigue comme un collage de ses influences. Dans Matrix, elles sont littéralement injectées au personnage. Dans Dark City, elles s'incrustent dans une ville qui se recompose en permanence. C'est ce qui en ferait aux yeux de beaucoup des films profondément postmodernes, c'est-à-dire des œuvres qui piochent dans une culture qui est déjà établie pour construire la leur, avec une certaine distance critique. Et c'est pas moi qui leur colle cette étiquette, Dans le cas de Dark City, c'est le scénariste David Goyer qui le définit comme tel. Mais le truc avec le postmodernisme au cinéma, c'est que c'est un peu un mot fourre-tout quand même. Oui, il y a l'idée de prélever de la culture moderne, de la pop culture, de quoi recomposer une sorte de collage qui réfléchit à ses propres modalités, mais lui ne l'entend pas comme les Wachowski, j'ai l'impression. Dans le making-of du DVD, il évoque, je cite, la perte des traditions culturelles et sociales à cause de la technologie et du rythme qu'elle impose aux personnages lambda. C'est tout le cynisme du mouvement. On vit dans un monde où la technologie a tellement infiltré chaque strate de notre vie que les choses ne sont plus que des mots, des marques, des références donc à d'autres choses, comme la publicité bien 50s d'une plage qui n'est qu'une référence à quelque chose qui n'existe pas. Derrière le panneau, il n'y a que le néant, le rien, comme si au détour d'un bug de cette technologie, il ne restait plus rien, par-delà les murs d'une ville dont on ne peut s'extirper, par-delà les amas de références, par-delà l'horizon de l'an 2000. Et c'est littéralement ce qui arrive au personnage principal qui parvient à s'extirper de sa condition grâce à une anomalie, à un bug. Et à la fin, même la résolution des enjeux reste, mine de rien, une illusion. Dans Matrix, l'idée est la même, mais les références convoquées par les Wachowski changent un peu la donne. Neo est l'élu, les héros peuvent balancer des high kicks en bullet time, bref, il y a de l'espoir. Voilà la différence entre Matrix et Dark City, c'est que l'un est tourné vers le futur, l'autre
vers le passé. Et finalement, c'est pas une question de qui a copié qui, c'est une question d'appréhension de cette période si particulière, à savoir la fin des années 90. Est-ce qu'on va faire face à la vacuité d'un monde où tout n'est plus que technologie et illusion sans rien derrière? Ou est-ce qu'on va hacker le système? L'attentisme ou le militantisme? Le nihilisme ou la combativité? Deux postures différentes dans une culture populaire profondément angoissée. Et en ça, les deux films forment un diptyque absolument fascinant. Et je ne peux que conseiller de voir Dark City si vous avez aimé Matrix et que vous l'avez pas vu. Bon, je viens de tout vous spoiler, mais promis, ça reste un super film. Le monteur derrière l'écran, là, il l'a pas vu, et il va le voir, et il va adorer alors que je viens de complètement lui ruiner le truc. It's true. Dark City et les autres films que j'aurais pu citer, Passé virtuel, Existence de Cronenberg aussi, tout un pan de pop culture terrifié par l'artificialité absolue qui guette l'humanité à l'aube des années 2000. Aux États-Unis, ils ont un terme pour ça, les twin films, ou films jumeaux, des films qui ont été produits en même temps, sont sortis à peu de temps d'intervalle et viennent souligner malgré eux un contexte, un mouvement culturel, une mode, une effervescence. Déjà en 1913, deux adaptations de Ivanhoe, l'une américaine, l'autre anglaise, se tiraient la bourre. L'année 1979 montrait une certaine inclinaison pour les films de vampires. L'année 1980, un virage vers le loup-garou. En 1983, la télévision anglophone était obsédée par l'Holocauste nucléaire. En 1985, le cinéma américain sous influence spielbergienne est devenu si nostalgique qu'il tente de carrément revenir dans le temps. En 1986 et 1987, la guerre du Vietnam passait à la moulinette de l'humour noir. Bref, vous avez compris. Le cinéma populaire, en essayant de parler à un grand nombre, nous renseigne parfois sur des questionnements qui traversent la société à un moment T. Et quand des films se suivent et se ressemblent, c'est souvent parce qu'ils s'inspirent, consciemment ou inconsciemment, des mêmes choses, qu'ils puissent dans un même imaginaire, et plus souvent encore, dans la même angoisse. Si bien d'ailleurs que certains historiens, comme Marc Ferro dans les années 70, ont accepté le cinéma comme des documents historiques pertinents à analyser selon certaines modalités. Les films jumeaux continuent d'ailleurs à sortir sur nos écrans, puisqu'il y a encore quelques mois était sorti Immaculé et le préquel de La Malédiction, deux films qui n'ont a priori pas trop pu se copier, mais qui racontent peu ou prou la même chose, au suicide de second rôle près. Certes, les films d'horreur américains sont généralement très codifiés, mais c'est surtout la thématique qui a été remarquée, plus spécifiquement la question du rapport aux grossesses non désirées et du droit à l'avortement. Comme l'a justement fait remarquer un article de Vulture, il n'est pas anodin du tout que les deux longs métrages sortent plusieurs mois après la remise en question de ce droit chez l'oncle Sam. Dans ce revival de la non-exploitation se terre une angoisse sociale bien précise, de la même manière qu'à l'aube des années 2000, la perte de notion de réalité est une crainte qui se répercute sur toute la culture populaire. Tant et si bien que certains cinéastes en feront un cheval de bataille. En 2010, Christopher Nolan, toujours lui, disait au Los Angeles Times à propos d'Inception « Je pense que quand j'ai commencé à essayer de monter ce film, ça venait de cette période du cinéma où vous aviez Matrix, où vous aviez Dark City, où vous aviez Passé virtuel, et d'une certaine manière, vous aviez Memento aussi. Il reposait sur le principe que le monde autour de vous pouvait ne plus être réel. Cette peur, elle n'était pas infondée. À l'ère de la post-vérité, des mensonges relayés délibérément sur les réseaux sociaux, des postures numériques et des sociétés constituées en ligne, on vit tous un peu dans une Dark City à méditer. Ça fait réfléchir. Et vous êtes plutôt John Murdoch ou Neo? Vous contemplez Béa, le vide vertigineux sur lequel tout est bâti, ou vous faites tout ce qui est en votre possible pour lui redonner du sens? Chez nous, tout va bien. Envie de crever. Si vous êtes aussi misanthrope que nous, et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à nous soutenir. Non seulement ça nous permettra de continuer à faire de belles vidéos, de beaux podcasts, mais ça vous donnera accès en plus à plein de dossiers où on parle cinéma et où on se plaint parfois maintenant. Pour ce faire, vous pouvez souscrire à un abonnement sur le site, ça nous fera énormément plaisir. De mon côté, je vous dis à la prochaine fois.